Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis interne en dernière année de pédiatrie, actuellement en année de disponibilité. On m'a demandé de faire une présentation un petit peu générale de l'internat. J'étais un petit peu embêté parce que j'ai essayé de me souvenir quelles étaient les questions que je me posais quand je suis arrivé en 4e année. Je me suis rendu compte que je m'en posais pas beaucoup parce que l'internat c'était encore très loin et nébuleux. Finalement, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Mais du coup, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce qui me semblait important. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions, ce sera beaucoup plus interactif que juste lire un PowerPoint. Donc la question, c'est aussi de savoir quelle est la différence de responsabilité finalement à l'hôpital entre le statut de l'externe et le statut de l'interne. Je dirais que ça change énormément. Quand vous devenez interne, vous obtenez le droit de prescrire. Alors c'est dans les textes de loi, c'est sous supervision, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prescrire, vous ne pouvez pas encore vous installer seul en cabinet libéral et prescrire en votre nom. Vous prescrivez, vous n'avez pas d'ordonnancier à vos noms, vous prescrivez toujours sur un ordonnancier d'un chef ou sur l'ordonnancier de l'hôpital dans lequel vous êtes affecté pour votre semestre. D'où la nécessité d'être bien formé quand vous devenez interne. Parce que finalement, même si on dit que vous prescrivez sous supervision, vous n'avez pas un chef accroché à votre dos en permanence pour voir ce que vous prescrivez, et finalement vous êtes quand même très très autonome dans vos services, et notamment pendant vos gardes où parfois il n'y a même pas de chef avec vous. C'est assez important, on a l'impression que c'est anodin, qu'on va prescrire, qu'il se passe rien. Je raconte toujours l'histoire d'une collègue interne qui est en premier semestre. Alors on est en pédiatrie, on prescrit très souvent les médicaments en doses kilo, en milligrammes par kilo, puisque les enfants on peut pas donner des doses fixes, ça dépend de leur poids. Une collègue qui a mal entendu une dose de colchicine, la dose qu'on lui avait donnée était de 0,5 mg, elle a prescrit 0,5 mg par kilo, l'enfant pesait 16 kg, elle a prescrit 16 fois la dose, l'enfant est mort dans les 48 heures. Voilà, donc c'est hyper important de faire attention, et effectivement, il y a et de bien se former pendant son externat, dans le sens où vous passez d'un coup de la D4 où finalement vous avez assez peu de responsabilités, si ce n'est de réviser pour vos ECN, au statut de l'interne, où d'un coup vous devenez médecin, et c'est vrai que la transition est parfois un petit peu difficile parce qu'elle se fait pas de façon progressive, c'est vraiment du jour au lendemain. Je raconte ça, c'est une histoire un petit peu difficile. Heureusement, ça se passe pas tous les jours comme ça, et heureusement pas. Heureusement, vous êtes couvert d'un point de vue assurantiel, dans la plupart des cas, par l'assurance de l'hôpital. C'est-à-dire que comme vous êtes censé prescrire sous supervision, habituellement, si vous faites une erreur, on va dire de bonne foi, ce qui était le cas de l'interne en question, juridiquement, c'est votre chef de service qui est responsable. Donc vous êtes couvert, sauf dans ce qu'on appelle les fautes détachables du service. Ce sont tous les cas où vous avez prescrit en dehors de la loi. Par exemple, vous prescrivez délibérément une mauvaise dose de médicaments pour faire du mal à un patient. Là, évidemment, c'est pas votre chef de service qui prendra. De la même façon, si vous prescrivez en dehors de votre service, ça arrive très souvent, et faites très attention à ça. Les internes souvent prescrivent pour les copains, machin, parce que c'est un petit peu simple. Ça se fait en dehors de tout cadre légal. Normalement, quand vous êtes interne, vous n'avez le droit de prescrire que dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, et pas en dehors de votre service. Donc ça, il faut faire attention. Quand vous devenez interne, vous faites des gardes, vous faites des astreintes. Alors vous allez me dire, on le fait déjà en tant qu'externe, oui. Sauf que quand vous devenez interne, il vous arrive, alors pas au CHU, mais dans les hôpitaux périphériques, de faire des gardes seuls. C'est-à-dire que vous n'avez pas de chef. Il y a un chef éventuellement à la maison qui peut répondre par téléphone et qui vous fait bien comprendre qu'il apprécierait de passer une nuit complète. Donc vous êtes vraiment très autonome. D'où encore une fois la nécessité de bien se former au cours de son externat, parce que ces gardes qui se font de façon autonome, ça peut commencer dès le premier semestre d'internat. Et puis les astreintes, c'est pareil. Alors l'astreinte par rapport à la garde, vous êtes en permanence à l'hôpital. L'astreinte, vous pouvez être chez vous, et c'est le service qui vous appelle s'ils ont besoin de vous. Ça dépend des nécessités de service. Parfois c'est des gardes, parfois c'est des astreintes. Dans les textes de loi, en tant qu'interne, vous êtes considéré comme praticien en formation. Donc au sens du ministère et des politiques, ça veut dire que vous n'êtes pas indispensable au service. Vous êtes simplement là pour vous former en tant que stagiaire. Sauf qu'en pratique, vous vous rendrez vite compte qu'en tant qu'interne, vous êtes indispensable au fonctionnement des services. Sans vous, les services ne fonctionnent plus.
parce que l'interne, c'est le seul qui est au quotidien dans le service au lit du malade, et c'est lui qui centralise tous les éléments de la prise en charge du malade. Par exemple, pour des malades qui sont polypathologiques, c'est lui qui va aller voir le rhumatologue, le cardiologue, le pneumologue, et c'est lui qui centralise l'ensemble des informations et qui va faire l'ensemble des prescriptions nécessaires. Est-ce que sur cette question de responsabilité, il y a des questions ? Donc on m'a demandé un peu de vous dire comment progresser de la 4e à la 6e année. Alors là, c'est une question qui est extrêmement difficile, et je vous dis d'emblée, à la fin de la diapo, vous n'aurez pas forcément de réponse, puisqu'en fait, ça dépend de chacun. Le cursus médical en France est pour moi relativement mal fait, en fait, vous avez 2 objectifs au cours de la période qui va de la 4e à la 6e année. C'est que d'une part, vous devez vous former en tant que médecin, et d'autre part, vous devez vous former à l'ECN. Le problème, c'est qu'à mon sens, c'est 2 objectifs qui sont un petit peu antinomiques, parce que c'est pas en faisant des QCM qu'on apprend à être médecin. Alors heureusement, vous avez quand même une formation théorique au niveau des ECN, mais la médecine, ça s'apprend aussi en stage. Et inversement, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas en stage qu'on apprend l'ECN, mais que c'est pas dans les bouquins qu'on apprend à être un bon médecin. Donc il faut savoir avoir un équilibre entre les deux, aller en stage aussi régulièrement que possible, même si parfois on se rend compte que ça devient difficile quand on prépare le concours. Et en même temps, il faut travailler régulièrement pour ces examens, pour connaître correctement ces matières. À titre personnel, la D4, donc c'est la 6e année qui est l'année finalement de préparation au concours. C'est celle qui m'a vraiment permis de consolider tous les apprentissages théoriques. Vous l'avez déjà vécu en D1, vous apprenez la cardio, vous apprenez la neuro. Vous êtes là maintenant, est-ce que vous vous souvenez encore, alors à part ceux éventuellement qui ont eu des rattrapages, mais est-ce que vous vous souvenez encore correctement de tout ce que vous avez appris en cardio, de tout ce que vous avez appris en pneumo? Souvent la réponse est non, et il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est quelque chose de normal. Ensuite, vous allez faire tous vos modules de D2. Fin de la D2, je pense que vous aurez complètement oublié votre cardio ou presque. En D3, pareil. Et finalement, c'est au cours de la D3 que vous allez pouvoir commencer à avoir une vision globale de l'ensemble des matières et de voir comment les différents modules s'intriquent entre eux. Et c'est au cours de la 6e année où vous allez devoir revoir toutes ces matières à plusieurs reprises que vous allez vraiment consolider vos connaissances. Donc cette impression que vous avez peut-être déjà eu en D1 ou que vous aurez très probablement au cours de votre externat de ne rien retenir, c'est quelque chose de normal, et même si les autres vous disent qu'ils ne le ressentent pas, souvent c'est pas le cas. Et je pense que pour bien apprendre, il faut aussi oublier pour réapprendre, et c'est comme ça que les informations finalement s'imprègnent bien dans votre cerveau. Donc je disais, c'est important d'aller en stage effectivement pour bien apprendre la médecine, parce que c'est pas dans les livres que vous allez apprendre à annoncer un diagnostic grave à un patient, que vous allez pouvoir rassurer un patient qui est inquiet pour sa maladie, mais en même temps, il ne faut pas oublier que vous devez quand même préparer vos ECN, parce que c'est important, c'est ce qui va déterminer la ville dans laquelle vous allez exercer votre internat. Donc ça va être actuellement c'est 3 à 5 ans, et ça va être prolongé de 3 à 6 ans selon les spécialités. Et puis ça va également déterminer la spécialité que vous allez effectuer. Donc il faut bien avoir les 2 objectifs dans la tête. Est-ce que sur ça il y a des questions? Un autre rôle relativement important de l'interne, mais qui est un rôle finalement informel, c'est l'encadrement des externes. C'est-à-dire que normalement, dans notre statut, on n'a pas du tout de rôle d'encadrant, de formation de l'externe, sauf qu'en pratique, on est les premiers interlocuteurs des externes, et vous verrez en tant qu'externe que finalement vous allez être toute la journée auprès de votre interne pour l'aider et essayer d'apprendre quelque chose auprès de lui. Sachez quand même qu'en pratique, même si vous êtes tout le temps avec lui, l'interne n'a aucun pouvoir de décision. Par exemple, souvent il arrive, les externes demandent oh, je peux prendre un congé tel jour, on va vous dire oui parce que souvent on est sympa et qu'on sait ce que c'est l'externat, et puis après c'est nous qui allons nous faire engueuler parce que vous n'avez pas demandé au chef derrière, donc faites bien attention à ça. Je demande aussi un peu d'indulgence pour vos internes. Il arrivera souvent en fait que vous soyez mieux calé sur certaines matières que vos internes, parce que voilà, par exemple moi je fais de la pédiatrie, ma cardio elle remonte à il y a 5 ou 6 ans, et je pense qu'un externe qui est en train de réviser sa cardio sera beaucoup plus calé que moi sur le sujet, par exemple.
Voilà, sachez en tout cas qu'on n'apprend aussi pas tout dans les livres, et des fois vous verrez, ça va arriver très régulièrement au cours de votre externat. Vous allez lire des choses dans les livres sur comment on prend en charge telle pathologie ou telle autre, et puis vous verrez en service que finalement ça se fait pas du tout comme ça. Et en pratique, c'est juste qu'il n'y a pas une seule médecine, et que parfois une même pathologie peut être soignée différemment. Alors malheureusement sur les ECN, il faut donner des réponses très précises et rentrer dans le cadre. Et c'est ce qui est toujours très déroutant entre l'apprentissage de l'ECN où voilà, faut donner telle réponse, cocher telle case au moment du QCM, et l'hôpital où les choses rentrent parfois pas toujours dans le cadre. Sachez aussi qu'en tant qu'interne, de la même façon que quand vous êtes externe, vous êtes bi-appartenant, c'est-à-dire que vous dépendez à la fois de votre CHU d'affectation et de la fac. Vous continuez à vous inscrire à la faculté tout au long de votre internat. Donc il y a actuellement une réforme qui est en train de se mettre en place qui va séparer l'internat en 3 phases. Une phase dite socle, où vous serez censé apprendre les connaissances générales de la spécialité que vous choisirez. Une phase de consolidation où vous allez approfondir ces connaissances. Et une phase, je l'ai mis entre guillemets, de mise en responsabilité parce qu'elle n'a pas encore vraiment de nom, qui est censé vous amener progressivement à devenir médecin senior. Mais les choses ne sont pas encore très claires, et la réforme s'est fait un petit peu dans la précipitation, donc bon, vous en saurez sans doute beaucoup plus d'ici la fin de votre internat. En tout cas, en plus de vos stages hospitaliers, vous serez amené à préparer une thèse. Dans un certain nombre de spécialités, en plus de la thèse, vous devrez faire un mémoire de spécialité. Dans certaines autres spécialités, vous serez aussi amené à faire des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires, en plus du reste de la formation. Vous participerez également à des congrès. Donc ça, après, c'est les congrès de sociétés savantes. En pédiatrie, on va avoir le congrès de la Société française de pédiatrie, mais ça existe pour toutes les spécialités, y compris la médecine générale. On vous incitera beaucoup à essayer de publier, c'est-à-dire faire des recherches et publier dans des revues scientifiques. Voilà, et je disais, vous êtes bi-appartenant. En théorie, dans le statut de l'interne, vous êtes censé avoir 2 demi-journées de formation par semaine. Je dis en théorie parce que malheureusement, souvent les chefs les refusent encore. Voilà. C'était assez court. Là, je vous mets les contacts des gens avec qui vous pouvez discuter. Il y a l'adresse mail des élus étudiants de la faculté. Le numéro de téléphone est malheureusement caché, mais c'est celui de l'amicale de médecine. Et éventuellement, si vous voulez davantage d'informations sur diverses choses, il y a la NEMF, l'ISNI qui est le syndicat des internes de spécialité, donc tous les internes hors médecine générale, et l'ISNAR qui s'occupe des internes de médecine générale. Donc au-delà de cette présentation, s'il y a des gens qui ont des questions particulières sur le déroulé de l'internat ou éventuellement de l'externat, je peux essayer d'y répondre. Sinon, je passerai la parole.